Madame et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs les délégués de l'OIE, Mesdames et Messieurs, après quelques années d'amélioration, la faim dans le monde est de nouveau à la hausse. Le nombre estimé de personnes sous-alimentées est passé d'environ 777 millions de personnes en 2015 à 815 millions en 2016. La situation s'est particulièrement détériorée dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne ou du sud-est et de l'ouest de l'Asie. Alors certes, les changements climatiques et les conflits sont les causes principales de cette aggravation. Mais dans ces mêmes pays, les maladies animales contribuent aussi à générer des pertes importantes de productivité et contribuent à augmenter les pertes de productivité et les difficultés d'accès au marché qui sont limitées et limitent aussi le développement socio-économique des populations. De plus, les zoonoses demeurent une cause importante de mortalité humaine et l'OMS a d'ailleurs récemment classé 7 maladies zoonotiques en haut des priorités de son programme de recherche. Alors, vous pourriez légitimement me demander que fait l'OIE pour contrôler la diffusion des maladies qui obèrent le revenu de millions de familles, en particulier dans les pays les plus pauvres où la population est majoritairement rurale. Vous pourriez également me demander que fait l'OIE pour que les 60 000 morts annuelles, dont la moitié sont des enfants, suite à la morsure par un chien enragé, ne soient plus une fatalité. Et plus généralement, vous pourriez me poser la question de savoir ce que fait l'OIE pour contribuer à l'achèvement de certains objectifs de développement durable qui sont au cœur de l'agenda 2030 des Nations Unies. Eh bien, cela me donnerait l'occasion de vous répondre que l'OIE n'est pas une organisation éthérée. Elle inscrit son mandat au cœur des défis mondiaux. Elle s'engage, non pas pour faire directement ou à votre place, non, elle s'engage pour que vous soyez mieux armés pour répondre aux urgences du quotidien et préparer l'avenir. Et c'est dans cet esprit que notre engagement pour une meilleure gouvernance sanitaire s'appuie sur les 3 axes de travail qui sont le trépied régulièrement réaffirmé et notamment par l'actuel plan stratégique, à savoir la définition des normes, la transparence sur les informations sanitaires et la politique en faveur du renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux. Et in fine, c'est l'entité de l'OIE que nous défendons en nous appuyant sur une stratégie de communication dynamique, rénovée et plus moderne. Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui déjà à mi-parcours de la mise en œuvre du 6e plan stratégique. Et la présentation du rapport d'activité 2017 que j'ai l'honneur de vous présenter ce matin nous offre ainsi l'opportunité d'avoir du recul sur les progrès déjà réalisés depuis janvier 2016 et de mesurer les premiers impacts en termes d'efficacité, de crédibilité et de visibilité de l'OIE. Comme l'année dernière, vous avez été destinataire d'un rapport très documenté et d'un tableau de synthèse qui aide à objectiver, je l'espère de façon plus aisée et rapide, la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique. Et afin de faciliter le suivi de nos réalisations et d'évaluer, de votre part, la capacité des équipes de l'OIE à délivrer selon le programme défini, vous noterez que cette synthèse rappelle aussi les acquis 2017 afin que vous puissiez les mettre en perspective et mieux visualiser la continuité des actions, tant dans la définition des stratégies, des politiques, que dans leur réalisation opérationnelle. Mais cette année, au-delà de l'exercice formel du rapport d'activité du directeur général, j'aimerais que la présentation de ce rapport me permette de mieux vous informer sur le cadre politique dans lequel nos actions sont conduites. En effet,
il me semble important que l'OIE ne soit pas reconnue à travers une simple juxtaposition d'activités. Au contraire, je souhaite que la cohérence des programmes bâtis autour des 3 objectifs du plan stratégique, ainsi que l'interdépendance de ces programmes, soit évidente pour vous tous et explicitement défendue. Je vais donc essayer, au cours de mon propos, de vous montrer comment nous construisons cette cohérence d'action et comment nous distillons au cœur de chacune de ces actions les améliorations que vous avez aussi souhaitées au titre des 3 domaines transversaux du plan stratégique, que sont l'excellence scientifique, l'engagement et la transparence et la gouvernance interne de l'organisation. Enfin, permettez-moi de souligner que cette approche, qui a nécessité un changement dans les modalités de travail au sein de l'OIE, a aussi la vertu d'encourager l'émergence d'une culture interne entre les agents de l'OIE, qu'ils soient à Paris ou dans les représentations. Et ceci est, je pense, un facteur puissant de motivation qui se traduit aussi par un engagement fort de tous mes collègues qui sont, je l'espère, fiers des valeurs que nous transmettons. L'importance des travaux réalisés et que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, je pense, en est le témoignage explicite. Mesdames et messieurs, comme je l'ai mentionné précédemment, les 3 objectifs prioritaires identifiés par notre 6e plan stratégique sont les axes de travail qui guident notre engagement. Alors, commençons par un peu regarder quels sont les principaux progrès qui ont été réalisés quant à la mise en œuvre du premier objectif du plan stratégique qui s'intitule « Assurer la santé et le bien-être des animaux par une gestion adaptée des risques ». En tout premier lieu, bien sûr, le fonctionnement des 4 commissions spécialisées, et les présidents sont ici présents, le fonctionnement de ces commissions spécialisées et des groupes ad hoc qui y rapportent a été assuré. Et je suis sûre que lors de leur présentation, les présidents de ces commissions vous présenteront non seulement le résultat de leurs travaux, mais ils pourront aussi, je l'espère, faire état des progrès que j'estime substantiels qui ont été obtenus grâce à une révision des modalités de la coordination entre les commissions et les secrétariats, ainsi que de la transparence accrue que nous avons voulu et qui s'attache désormais au calendrier et termes de référence des groupes ad hoc. Mais j'espère que vous en êtes vous-même convaincus, l'élaboration des normes pourrait être optimisée grâce au recueil d'informations sur les modalités de leur application. C'est l'objet d'ailleurs du projet de création d'un observatoire qui vous sera présenté en introduction du panel qui est prévu demain matin avec quelques organisations internationales et en particulier l'Organisation mondiale du commerce et l'OCDE. Je soulignerai ici que les informations qui seront ainsi collectées, dès lors que cet observatoire sera bien défini, auront une double utilité. D'une part, pour la révision ou l'explication des normes, et ceci est parfaitement en lien avec le premier axe stratégique, mais d'autre part aussi pour l'adaptation de nos ateliers de formation des points focaux ou de certaines compétences critiques de l'outil PVS, et ceci est en relation avec le 3e axe stratégique. Je sais que ce point est important pour beaucoup d'entre vous, et la docteure Sarah Kahn y reviendra certainement demain lors de sa présentation. En effet, lorsque vous avez répondu au questionnaire qui vous a été envoyé pour ce thème technique, vous avez souligné que pour les pays en développement, le processus PVS apporte un soutien technique et constitue un plaidoyer précieux pour renforcer les capacités de mise en œuvre des normes. Et je crois qu'ici, c'est la parfaite démonstration de l'interdépendance des axes stratégiques de l'OIE que je rappelais en introduction. Pour ce qui concerne maintenant les programmes de lutte contre les maladies animales prioritaires, nous sommes toujours très investis dans la déclinaison des stratégies mondiales. La consolidation des partenariats en est aussi une composante essentielle pour maintenir la dynamique. Ainsi, le plan d'action mondial de lutte contre la rage a été finalisé
en partenariat avec l'OMS, ainsi qu'avec la FAO et GARC, le Global Alliance for Rabies Control, a été lancé en septembre 2017. Et de nouveaux produits de communication ont été diffusés, en particulier à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage. Et donc nous sommes vraiment prêts maintenant pour continuer le chemin et essayer, et j'espère réussir, d'aller de plus en plus près de l'éradication. Pour la fièvre afteuse, une stratégie de travail quadriennale et un plan d'action biennal budgétisé, ainsi que la révision de l'outil PCP ont été développés en collaboration avec la FAO et EUFMD. Et d'ailleurs, en ce qui concerne EUFMD, nous avons également renforcé la collaboration avec eux, en particulier pour le développement de formations, et nombreux d'entre vous connaissent la qualité des formations développées par EUFMD. Pour la PPR, le programme d'action de lutte ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources ont été finalisés avec la FAO. En 2017, le premier cycle de réunion des feuilles de route régionales pour la PPR a été finalisé et parallèlement, le deuxième cycle a déjà été lancé avec l'organisation de réunions pour 4 régions. Je souhaite aujourd'hui vous informer que, conjointement avec la FAO, et en particulier avec le soutien de l'Union européenne et de la Commission européenne, une conférence de haut niveau se tiendra le 7 septembre prochain à Bruxelles, afin notamment d'encourager les investissements en faveur de ce programme et soutenir l'élan qui a déjà été initié dans les pays concernés grâce aux réunions que nous avons organisées depuis maintenant presque 2 ans. Enfin, pour la peste bovine, les travaux du comité consultatif conjoint se sont poursuivis, notamment pour préparer un cadre opérationnel de gestion et de déploiement d'une réserve de vaccins en cas de réémergence de foyers de la maladie. Un exercice de simulation a été organisé au Kenya en novembre dernier et plus récemment, un deuxième a été organisé au Sri Lanka. Le président de la commission scientifique, le Dr Bruckner, j'en suis sûre, vous donnera plus d'informations sur les travaux qui sont conduits en matière de peste bovine et du suivi de l'éradication. C'est un sujet d'importance. Depuis le début, nous savons qu'il faut maintenir la communication afin de maintenir la sensibilisation à cette possible réémergence de la peste bovine. Et de ce fait, nous avons continué une stratégie de communication active, toujours en relation avec la FAO. Et comme vous avez pu le voir hier, il y a même le lancement d'un jeu éducatif auquel vous avez d'ailleurs été tous invités à participer en chargeant l'application sur votre smartphone. Tous ces travaux, que ce soit ceux sur la rage, la peste bovine, la peste des petits ruminants, la fièvre afteuse, mettent en évidence, encore une fois, le fait que tout notre travail est indépendant. En effet, on ne peut pas penser à la rage sans également se préoccuper de savoir s'il faut mettre à jour les chapitres correspondants du code ou du manuel, et c'est à l'ordre du jour aussi de cette semaine. Il faut également disposer d'informations sanitaires précises sur l'évolution de l'épidémiologie des maladies afin de pouvoir ajuster les programmes. Et c'est aussi important d'apporter le soutien nécessaire aux pays membres qui sont concernés. Et ce soutien, il est apporté, par exemple, par la fourniture de vaccins de qualité, grâce à la banque OIE, ou par l'organisation d'ateliers régionaux, car une meilleure compréhension des stratégies mondiales rend plus aisé le développement des plans d'action nationaux. C'est aussi fait par la mise à disposition des délégués d'un tutoriel pour les guider dans la préparation d'un dossier de demande de reconnaissance des statuts, mais aussi par l'adaptation de certaines missions PVS, comme cela a été fait récemment en Turquie et en Afghanistan, en ce qui concerne la peste des petits ruminants. Nous avons également développé des lignes directrices sur la formation des paraprofessionnels vétérinaires, comme nous nous étions engagés en juin 2016 lors de la conférence tenue à Bangkok. Le groupe ad hoc que nous avons immédiatement ensuite constitué
vient d'ailleurs de finaliser le premier volet relatif aux paraprofessionnels engagés dans des actions de santé animale. Ces documents sont disponibles, sont distribués dans le hall et bien évidemment seront consultables sur le site Internet. Et dans les tout prochains mois, suivront des lignes directrices pour les paraprofessionnels travaillant dans les laboratoires de diagnostic et un petit peu plus tard pour ceux qui sont davantage engagés dans des missions de santé publique telles que l'inspection des carcasses et des produits d'origine animale. Et puis, un clin d'œil, parce que je crois que de temps en temps, il faut mettre en avant ceux aussi qui viennent pour un stage à l'OIE. J'ai vraiment le plaisir de mentionner le travail d'un jeune vétérinaire tunisien qui est venu passer 6 mois au sein de l'unité de communication et qui a entièrement revu les fiches techniques sur les maladies listées par l'OIE. Il les a organisées afin d'avoir une connexion facilitée entre les chapitres du code et les informations sur la maladie. Et j'espère que vous pourrez ainsi mieux profiter de cette mine d'informations et que vos collègues, mais aussi tous les étudiants vétérinaires, pourront ainsi en profiter en venant régulièrement visiter notre site Internet. Pour asseoir toutes ces actions sur des bases solides et transparentes, un travail de fond a été fait au cours des derniers mois sur la gouvernance interne de l'OIE. Nous avons conduit un groupe de réflexion sur les banques de vaccins OIE en novembre dernier, en collaboration avec GalvMed, afin de déterminer les règles selon lesquelles ces banques doivent être gérées. C'est important pour moi d'avoir toujours un cadre précis qui définit les critères selon lesquels on accepte ou on n'accepte pas de fournir des vaccins. Et de ce fait, une note stratégique sera publiée dans quelques mois. Deuxièmement, toutes les procédures liées à l'évaluation des dossiers de statut ont été révisées, améliorées et rendues publiques. Et je sais que vous étiez attentifs à ce point particulier. De même, une méthodologie a été développée afin de pouvoir analyser certaines conclusions des rapports de mission PVS qui peuvent être utiles également à l'instruction de ces dossiers. Et la procédure aussi des autodéclarations a été revue. Ces autodéclarations sont désormais immédiatement publiées sur le site web de l'OIE et non pas un certain nombre de semaines plus tard, comme c'était le cas précédemment. Et la docteure Laure Weber-Wetzel vous en donnera quelques informations jeudi après-midi. Alors, la lutte contre la rage, la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants repose essentiellement sur des campagnes de vaccination d'ampleur. Mais nous savons aussi que pour de nombreuses autres maladies, le recours aux médicaments chimiques reste primordial, que ce soit des antibiotiques ou des produits antiparasitaires. Et c'est pourquoi l'engagement que nous avons pour un usage raisonné et maîtrisé des médicaments vétérinaires est si important, et en particulier à cause des problèmes possibles de résistance. Pour ce sujet également, l'OIE va au-delà de l'actualisation des normes, sujet sur lequel, là aussi, vous aurez à discuter lorsque le président Bonbon présentera les chapitres relatifs du Code. L'OIE encourage et aide les pays à traduire la stratégie mondiale en plans d'action nationaux. Un manuel a été rédigé conjointement avec l'OMS et la FAO pour les aider en ce sens. L'OMS, la FAO, l'OIE ont travaillé en étroite collaboration pour élaborer un cadre mondial pour le développement et l'intendance contre la résistance aux antimicrobiens, et pour préciser les modalités de sa mise en œuvre, bien évidemment. Ce cadre est destiné à fonctionner comme un parapluie, réunissant différents outils et instruments qui seront développés progressivement, et ceci selon l'approche One Health. Ce cadre couvre toute la chaîne, depuis la recherche et développement jusqu'à l'utilisation appropriée par l'utilisateur final. Et j'espère que d'ici la fin de l'année ou en 2019, ce travail aura pu être finalisé.
Une mission PVS, un peu pilote, avec un objectif particulier ciblé sur l'AMR, va être prochainement organisée. Elle est en cours de préparation et devra être tenue en Ouganda d'ici la fin de l'année. Et nous verrons, sur la base des conclusions et du retour d'expérience de cette mission, comment il y aura lieu, peut-être, de continuer à avoir aussi des missions PVS qui peuvent davantage cibler sur ce souci particulier de l'antibiorésistance. Et puis, bien sûr, comme à chaque fois, de nombreux outils de communication, d'information ont été préparés, sont diffusés, afin que chacun puisse les utiliser selon ses besoins nationaux ou locaux. Je terminerai sur ce sujet de l'antibiorésistance en vous informant ou en vous rappelant qu'une conférence globale est en cours d'organisation. Elle se tiendra à Marrakech en octobre prochain, avec le soutien des autorités du Royaume du Maroc. Et ce sera l'occasion de faire le point sur l'avancement du dossier, et notamment l'analyse des informations issues de la base de données sur l'utilisation des agents microbiens dont on a publié le 2e rapport en décembre dernier, et les décisions que vous prendrez cette semaine en fonction des discussions que vous aurez sur le code devraient aussi nous permettre d'ajuster les orientations de notre action dans les prochains mois. Ce sujet de l'AMR, je pense plus qu'aucun autre, nécessite une coordination rigoureuse entre les partenaires impliqués. Les organisations internationales, et bien sûr je pense en particulier à la FAO et l'OMS, mais aussi les autorités nationales, les acteurs privés tels que les industries pharmaceutiques ou les organisations professionnelles et la société civile. Et c'est vraiment dans cet esprit de collaboration que l'OIE s'est engagée avec détermination dans le groupe intersectoriel des Nations Unies, y compris au sein du secrétariat qui est hébergé par l'OMS à Genève. Et d'ailleurs, la 2e réunion physique de ce groupe s'est tenue à l'OIE en octobre dernier et les débats ont été retransmis en direct sur YouTube. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs les délégués, je ne vous demande pas seulement de prendre note de mon rapport d'activité. Je vous appelle à agir. Agir en interpellant vos ministres sur l'importance d'être engagés et de prendre activement part au débat. Les évolutions ne peuvent pas se faire sans une prise en compte équilibrée des enjeux pour le secteur vétérinaire. L'OIE ne peut pas laisser à d'autres la tâche de réfléchir et de décider ce qui doit être fait en matière de thérapeutique vétérinaire. Les travaux sont techniques, mais les enjeux sont politiques. Et l'OIE doit donc être présente, que ce soit au sein des instances onusiennes ou dans les forums politiques que sont le G7 et le G20. Et l'alliance tripartite que nous avons construite il y a quelques années avec l'OMS et la FAO doit aujourd'hui être renforcée et en particulier doit s'appuyer sur une base légale consolidée. C'est ce à quoi nous nous attachons actuellement avec les 2 directeurs généraux de l'OMS et de la FAO. Et donc, c'est là que je vous appelle à agir. Les autorités nationales des pays membres de nos 3 organisations doivent nous soutenir et doivent réaffirmer que l'OMS, la FAO et l'OIE sont et doivent rester au cœur du dispositif. La lutte contre les maladies requiert des plans d'action structurés, des outils, vaccins, antibiotiques, méthodes de diagnostic, mais en amont, il ne faut pas oublier qu'il est nécessaire aussi d'avoir un soutien fort en matière d'expertise scientifique et de recherche. Et dans ce domaine également, l'OIE se positionne. En premier lieu, l'OIE poursuit sa politique d'excellence scientifique. Cela passe d'abord par la mise en œuvre de la procédure d'évaluation des candidatures pour les élections des commissions spécialisées que vous avez validées à la session générale l'année dernière et que nous avons mise en œuvre dans les mois qui ont suivi, mais aussi par la poursuite des travaux de la Commission des normes biologiques
au regard des qualifications des centres de référence de l'OIE. Et là, encore une fois, je laisserai la présidente, la Dr Beverly Schmidt, vous en informer plus en détail demain. L'autre modalité d'implication de l'OIE se traduit par son leadership dans des projets scientifiques. Je vous rappelle que depuis novembre 2016, l'OIE héberge le secrétariat scientifique du Consortium international de recherche sur la santé animale, STARIDAS, qui est une initiative mondiale visant à coordonner les programmes de recherche et à contribuer au développement de stratégies sanitaires nouvelles. L'OIE a effectué, grâce à ce secrétariat, une analyse et a sélectionné quelques sujets qui seront considérés comme prioritaires. Il y a aussi le projet de plateforme génomique que vous avez souhaité en adoptant la résolution numéro 33 en mai 2015. Ce projet a significativement progressé, en particulier grâce à l'expertise scientifique apportée par le Centre de recherche virologique de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni et l'Institut zooprophylactique de Brescia en Italie. Et grâce à votre soutien aussi, la phase pilote va commencer avec 5 maladies, permettant ainsi de faire le lien entre un événement épidémiologique et la carte d'identité du pathogène en cause. Il y a aussi le projet de biobanque virtuelle qui progresse. Je vous rappelle qu'il s'agit d'élaborer un catalogue en ligne répertoriant les ressources biologiques produites et distribuées par le réseau des centres de référence de l'OIE. Cette information sera particulièrement utile pour les pays qui n'ont pas toutes les capacités de diagnostic, et je remercie ici le centre collaborateur de Brescia en Italie qui aide au développement de cette base de données et qui hébergera d'ailleurs cette biobanque. Le dernier point, non, l'avant-dernier point, ce sont les travaux de recherche sur certaines maladies des chevaux qui sont conduites et initiées en collaboration avec la Confédération internationale des sports équestres, qui sont bien évidemment sur notre agenda, et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons vous apporter des résultats plus définitifs, les travaux étant encore en cours. Et le dernier sujet, en ce qui concerne les maladies, je souhaite faire référence au travail actuellement en cours pour la préparation et la validation d'un nouvel étalon international pour la tuberculine bovine, alors que cette maladie demeure encore une zoonose majeure dans de nombreux pays. Plusieurs pays membres de l'OIE ont offert l'expertise et les installations de leurs laboratoires pour mener une partie des travaux et études nécessaires pour la validation, et qu'ils en soient remerciés. Lors d'une réunion tenue en juin 2017, le groupe ad hoc a élaboré un plan d'action ainsi qu'un calendrier avec pour objectif de proposer un nouvel étalon à votre assemblée, et l'objectif est de le proposer à votre approbation en mai 2020. Le partenariat, encore une fois, avec l'OMS et la FAO, mais également avec l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, est donc bien établi. Alors, l'OIE, comme on vient de le voir à travers toutes ces actions, se réclame d'être une organisation d'essence scientifique et technique. Le développement de toutes ces activités, les recommandations de la Commission des normes biologiques, l'engagement dans de nombreux projets doivent désormais nous conduire à synthétiser tout ceci dans une politique vous permettant à vous les pays membres, mais aussi au centre de référence de notre réseau, comme à d'autres partenaires, de comprendre le cadre dans lequel s'inscrit l'action scientifique de l'OIE et sa cohérence avec les autres objectifs de notre mandat. Et j'espère pouvoir présenter au Conseil une première ébauche dans les prochains mois. L'usage à des fins délibérées et délibérément adverses des agents pathogènes est toujours un sujet de préoccupation. Et à la suite de la première conférence sur les risques et sur la réduction des risques biologiques que l'OIE avait organisée en juin 2015, ici même à Paris, à la suite de cette conférence, nous avons poursuivi les travaux avec un partenariat fructueux avec plusieurs organisations et acteurs de ce secteur. Alors là aussi,
je ne vous donnerai pas énormément de détails car la docteure Brandt, plus tard dans la journée, vous présentera les conclusions de la deuxième conférence qui a été organisée à Ottawa, Canada, en novembre dernier, ainsi que les nouvelles pistes de travail qui en ont suivi. Permettez-moi seulement de rappeler quelques activités complémentaires, et là aussi afin de montrer la concordance avec d'autres piliers de notre action stratégique, de notre plan stratégique, à savoir le lancement du deuxième cycle de formation des points focaux des laboratoires qui a démarré en Europe, l'organisation de 2 missions PVS, une au Costa Rica en mars, l'autre au Kyrgyzstan en juin, et qui sont ciblées sur les activités de laboratoire, et en synergie avec la FAO, notre participation au séquençage complet du génome d'isolats de la peste bovine avant leur destruction. Enfin, je ne voudrais pas terminer cette première partie de ma présentation sans évoquer les travaux conduits en matière de bien-être des animaux, alors que vous avez adopté en mai dernier la stratégie globale suite à la conférence qui avait été hébergée au Mexique avec le soutien des autorités du Mexique. Vous en souvenez que l'année dernière, vous aviez accepté ma proposition de supprimer le groupe de travail qui suivait ce domaine d'activité depuis plusieurs années, afin de l'initier au sein de l'OIE. Eh bien, désormais, le bien-être des animaux est suivi selon les procédures régulières de l'organisation en matière d'élaboration des normes. Les groupes de travail ont continué à travailler et les propositions ont été régulièrement rapportées aux membres de la commission du Code. Et selon les engagements pris, nous avons constitué le forum de dialogue avec les parties prenantes des 5 régions, et la première réunion s'est tenue à la fin du mois de mars, il y a quelques semaines, et je crois que les participants ont été satisfaits de cette nouvelle approche qui, à mon avis, permettront des débats très utiles pour continuer à développer notre programme de travail dans ce domaine. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième objectif du plan stratégique, qui est relatif à la confiance par la transparence et la communication. Alors, au titre de ce deuxième chapitre de mon exposé, je ne m'attarderai pas sur tout le travail qui est fait par notre unité de communication. Il me semble que aussi bien cette présentation que les vidéos qui ont été projetées depuis hier, les documents qui vous sont remis, la rénovation progressive du site web sont des exemples suffisamment explicites pour vous donner un panorama du travail qui est fait par cette équipe. Et la rénovation du bulletin en est également un peu le fer de lance au cours des dernières semaines. Non, je pense qu'ici, lorsqu'on parle de transparence et de communication, vous attendez plutôt que je vous parle de WAIS, qui sans doute est davantage dans votre quotidien. Et effectivement, comme vous, je suis d'avis que pour agir en définissant des stratégies de contrôle selon les normes du code de l'OIE et les bonnes pratiques, mais pour aider également les membres des commissions à établir leur programme de travail en fonction de vos priorités, ou pour évaluer le statut d'un pays au regard de certaines maladies, mais aussi pour aider, adapter nos programmes de soutien et de formation et de renforcement des capacités des services vétérinaires selon leurs besoins, nous avons effectivement besoin de données épidémiologiques qui sont solides, validées, portées à la connaissance de tous. Permettez-moi cependant de rappeler que, pour moi, le rôle de l'OIE n'est pas seulement de collecter, trier ou vérifier l'information que nous recevons. Nous devons aussi produire une information élaborée. Nous devons favoriser sa diffusion auprès de toutes les parties potentiellement intéressées et encourager son utilisation à bon escient. Et pour que l'information contribue efficacement à l'action sanitaire, il faut certes qu'elle réponde aux besoins, mais il faut qu'elle soit accessible dans des formats adaptés et disponible dans les meilleurs délais. Alors, la docteure Paola Cáceres, jeudi matin,
vous présentera en détail le travail qui est fait par son département, mais je me dois quand même ce matin de souligner le défi de la modernisation de notre système WAIST. L'objectif immédiat est certes d'améliorer l'outil informatique, mais compte tenu de l'investissement consenti, cela doit être aussi et surtout une opportunité pour améliorer la qualité du service rendu. Nous souhaitons en effet que l'OIE puisse être à même de réaliser des analyses rétrospectives pour contribuer à l'anticipation des événements. Nous souhaitons pouvoir suivre des signaux faibles pour mieux identifier le danger et évaluer le risque. Nous souhaitons intégrer davantage d'informations non vétérinaires, notamment socio-économiques ou climatiques, afin de comprendre les événements à la lumière d'autres facteurs pouvant impacter les évolutions sanitaires ou favoriser des émergences. Et enfin, nous souhaitons assurer l'interconnectivité du système OIE avec d'autres systèmes, car une information partagée perd de sa valeur. Une information non partagée, perd de sa valeur. C'est un projet ambitieux que nous conduisons aussi dans une logique de partenariat, y compris avec des partenaires académiques. Et je fais ainsi référence au projet en cours d'élaboration avec l'Université de Liverpool, à la suite de la résolution 35 adoptée en mai 2016 par votre Assemblée et par laquelle vous demandiez que l'OIE s'investisse dans le domaine de l'économie de la santé animale. Quant à la rénovation de WAIS, par ce projet WAIS+, il a bien démarré. La phase de lancement du projet s'est achevée avec succès en novembre 2017. Nous avons mis en place une gouvernance solide, et peut-être que certains d'entre vous pourront en témoigner, car ils font partie de ce groupe de gouvernance. Nous avons établi un budget décennal. Nous respectons jusqu'à ce jour le calendrier qui a été défini, et la phase 2 a ainsi été entamée avec la sélection de la société de services informatiques maître d'œuvre qui a débuté son travail il y a quelques semaines. Alors, c'est pour moi vraiment l'occasion ici de remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution et ceux qui ont déjà pris des engagements. En effet, c'est un investissement financier très important pour l'OIE et que nous ne pouvons pas faire sur notre seul budget général. Alors, j'espère que nous pourrons continuer à compter sur vous et sur votre appui. Avant de conclure ce deuxième chapitre de mon intervention, je souhaiterais, mesdames et messieurs, mentionner un projet connexe dont je vous avais fait part l'année dernière lors de la présentation du programme prévisionnel d'activité, à savoir le schéma directeur des systèmes d'information. Comme prévu, il a été finalisé et il a été présenté au Conseil lors de sa réunion de septembre 2017. Il est prévu un plan de rénovation du matériel informatique et bureautique de l'OIE. C'est particulièrement urgent, et notamment le volet sécurité qui est prioritaire et qui est actuellement déployé en parallèle du projet WAIS+, qui nécessite une infrastructure informatique adaptée et sécurisée. Là aussi, il s'agit d'un investissement important et le docteur Dehove, le directeur financier, vous en donnera plus de détails lors de la session administrative consacrée au budget jeudi après-midi. Dernier axe de notre plan stratégique et troisième axe, celui qui concerne le renforcement de la capacité et de la durabilité des services vétérinaires. Alors, le mandat de l'OIE, vous le savez tous, s'est construit autour de deux missions historiques. C'est celle que nous venons d'évoquer. L'élaboration des normes d'une part, la diffusion des informations sanitaires d'autre part. En 1995, vous vous en souvenez, l'accord sur l'application des normes sanitaires et phytosanitaires, l'accord SPS de l'OMC, a conforté la légitimité internationale de l'OIE en la matière en lui reconnaissant un rôle de référence.
Mais dans notre mémoire collective, je souhaiterais vous rappeler une autre date, celle de la conférence ministérielle organisée à Doha, Qatar, en novembre 2001, au cours de laquelle les directeurs généraux de l'OIE, mais aussi de la FAO, de l'OMS, de l'OMC, de la Banque mondiale, ont fait une déclaration conjointe. Ces 5 directeurs généraux s'engageaient, et je cite, à renforcer la capacité des pays en développement à participer effectivement à l'élaboration et à l'application des normes internationales. Et cette déclaration de Doha, pour l'OIE, a eu plusieurs conséquences, mais je n'en soulignerai que 2. Tout d'abord, cette déclaration a étayé le plaidoyer inlassablement réitéré par l'OIE dans les années qui ont suivi quant à la nécessité d'investir dans les services vétérinaires dont l'action est reconnue comme un bien public mondial. Et ainsi, après des années d'indifférence, l'importance de l'existence de structures vétérinaires de santé publique bien organisées et fonctionnelles redevenait ou devenait peu à peu un sujet d'intérêt. Et là, je crois qu'on peut souligner l'engagement qu'avait eu le docteur Valla à ce titre. On peut aussi noter une deuxième conséquence. Je pense que cette déclaration peut être considérée comme le point de départ politique et en quelque sorte l'acte de naissance de ce qu'allait devenir le processus PVS. Ainsi, au cours des années suivantes, l'OIE, mais vous, votre Assemblée, a adopté des normes sur la qualité et l'évaluation des services vétérinaires. Ainsi, une méthodologie et des outils ont été progressivement élaborés, puis améliorés, complétés. Des experts ont été formés. Les pays membres ont progressivement adhéré à ce processus PVS en demandant des missions. Et plus récemment, l'OMS s'est même inspiré de ce modèle pour développer ses propres outils d'évaluation de la mise en application du règlement sanitaire international. Alors oui, alors que nous fêtions l'année dernière les 10 ans du lancement du processus PVS, il était crucial de s'arrêter un moment pour évaluer les succès engrangés, mais aussi les faiblesses qui avaient pu être identifiées, pour considérer vos attentes quant aux évolutions souhaitables pour que le processus PVS soit toujours pertinent compte tenu des nouveaux enjeux sanitaires. Lors de la dernière session générale, l'année dernière, je n'étais pas en mesure de vous informer en détail des résultats du forum de réflexion que nous avions organisé quelques semaines avant. Alors, je me rattrape un peu cette année. Alors, bien sûr, certaines caractéristiques actuelles du processus PVS, qui sont considérées comme des facteurs cruciaux de réussite, seront préservées, quelle que soit l'évolution future du processus. Je rappellerai notamment le fait qu'il s'agit d'un processus indépendant et externe, engagé à l'initiative des pays et non pas de l'OIE, en utilisant des méthodes et des outils ancrés dans les normes que vous adoptez. Je rappellerai également qu'il s'agit d'une approche systémique, même si nous essayons de pouvoir focaliser sur certains points. Car aujourd'hui, nous souhaitons une approche plus flexible et plus adaptée à chaque situation afin que l'appropriation du processus PVS soit plus forte par nos pays membres. Nous avons ainsi des propositions plus diverses avec des options pour les auto-évaluations ou des contenus plus spécifiques, comme je l'ai mentionné vis-à-vis de l'antibiorésistance ou la PPR dans mon propos précédent, mais aussi de plus grandes interconnexions avec les programmes similaires, notamment les évaluations conduites par l'OMS pour l'évaluation, comme je le disais, de la mise en application du règlement sanitaire international. Mais la déclinaison du processus PVS ne passe pas uniquement par la réalisation de missions dans les pays. Nous avons aussi besoin d'investir
Et vous devez comprendre que nous avons besoin d'investir dans des composantes transversales du processus, telles que l'amélioration de la méthodologie, y compris avec des critères d'évaluation du programme, mais nous avons également besoin d'investir dans la formation des experts. Et pour cela, je souhaite qu'il y ait des ressources financières adaptées à ces activités particulières et qu'une équipe dédiée, bien identifiée, au sein du département concerné au siège, puisse être soutenue. In fine, pour moi, le processus PVS doit être le reflet d'une vision plus large. Ce programme doit dépasser le niveau strictement technique et vétérinaire pour créer des interactions avec les programmes mondiaux et notamment la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et il doit s'inscrire dans des partenariats forts, stratégiques, globaux et régionaux. Depuis avril 2017, l'OIE a déployé une grande énergie, et je remercie en particulier les collègues qui se sont investis depuis plusieurs mois, pour mettre en œuvre les résultats du forum de réflexion qui avait été organisé. Une planification a été préparée, les différentes étapes de mise en œuvre du processus PVS et des concepts sous-jacents ont été identifiés, ainsi que les relations entre les différentes catégories de parties prenantes. Et enfin, nous avons également travaillé sur un volet financier. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être le porte-parole de tous mes collègues pour officiellement vous annoncer le lancement du processus PVS évolutif. Et je vous invite à lire ou à relire le numéro spécial du bulletin qui était paru en début d'année. Il vous donnera tous les détails sur les conclusions du forum de réflexion que nous avions organisé et les suites qui y sont données. Et cette semaine, je vous invite aussi à visiter le kiosque qui est installé dans la salle à côté et où, là aussi, des collègues, mais aussi des experts, dédient du temps pour vous répondre à toutes les informations, toutes les questions que vous pourriez avoir, aussi bien des informations génériques sur le processus que des informations sur certaines parties plus précises du programme. Et aujourd'hui, ce sera notamment des experts spécialisés dans le secteur du laboratoire, mais demain, ce sera ceux qui, au contraire, seront davantage investis dans les relations avec l'OMS et la concordance entre l'outil PVS et l'outil de suivi de l'OMS. Mercredi, on mettra en lumière davantage les travaux en matière de législation vétérinaire. Et jeudi, pour notre président de la commission aquatique, eh bien jeudi, ce sera plutôt avec focus sur les animaux aquatiques. Alors, soyez vraiment nombreux sur ce stand. Les collègues vous y attendent. C'est vraiment un sujet d'avenir pour l'OIE, mais c'est aussi un sujet d'avenir pour vous. Et je crois que l'on peut dire que nous avions un programme, et grâce à tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois, aujourd'hui, nous avons une stratégie. Et j'espère pouvoir compter sur votre appui pour que cela soit une stratégie porteuse de succès et porteuse de succès sur le long terme. Mesdames et messieurs, comme souligné en introduction de ma présentation, nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre du 6e plan stratégique. Et je suis confiante que nous aurons rempli nos engagements lorsqu'il faudra en tirer le bilan. Pourtant, certaines actions ou programmes mériteront d'être confortées afin de s'inscrire dans la durée. Et c'est pourquoi, alors que nous devons déjà penser à la préparation du 7e plan stratégique, je ferai des propositions aux membres du Conseil, nouveaux prochainement élus membres du Conseil, afin que les travaux pour le 7e plan stratégique comprennent également un volet budgétaire. Car je souhaite en effet que l'OIE s'engage dans une approche objectif-moyen, afin que vous, les délégués, ayez une vue complète des projets de demain, afin que l'organisation puisse être soutenue lorsqu'on vous demandera d'adopter ce prochain plan stratégique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, selon les engagements pris, nous avons continué à
décliner chaque objectif du plan stratégique. Il me semble que la cohérence de l'action est de plus en plus claire et que, in fine, vous conservez votre crédibilité envers nos équipes. Je souhaite que l'approbation que vous ferez de ce rapport d'activité soit aussi l'expression de vos remerciements envers tous ceux qui ont significativement contribué à un tel bilan. Les membres des commissions spécialisées et des groupes ad hoc, les experts du réseau des centres de référence, les pays hôtes de nos représentations régionales et sous-régionales, les pays membres qui mettent à disposition des personnels et ceux qui nous allouent des budgets pour développer des programmes d'activité, les pays membres qui nous accueillent à l'occasion de conférences ou d'ateliers, et enfin, les donateurs et partenaires dont la collaboration potentialise nos actions. Mais pour ma part, Monsieur le Président, je pense également aux équipes de l'OIE. Ce rapport d'activité est le leur. J'espère avoir été fidèle dans ma présentation. Et l'achèvement de cette activité et du plan stratégique n'est possible que grâce à leur professionnalisme. Merci pour votre attention.